Nous allons commencer ma parole avec un petit chant qui s'appelle Anima Vie, c'est un air qui a été composé par Rav Azriel David Festi. Anima Mi, Anima Mi, Anima Mi, Be'emuna Shelema, Be'viyat HaMashiach, Be'viyat HaMashiach, Anima Mi, Ve'achar Pi Sheitmameach, Im Kol Ze'ach HaKelo. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach, et même si tard, j'attendrai chaque jour sa venue. Rav Azriel David Festi, se retrouvant tassé dans un wagon de marchandises, sans air ni eau, en route vers Treblinka. Une nouvelle mélodie battait dans son cœur. Il commença à chanter, et comme par magie, tous les prisonniers du wagon se joignirent à lui pour chanter une mélodie d'espoir et de foi, en la venue du Mashiach, s'élevant au-dessus et au-delà de la terreur et des souffrances. Aucun œil ne resta sec, la mélodie se renforça et l'image irréelle se précisa. Des milliers de personnes chantant dans leur dernier instant avec une pensée claire, chantant avec foi, espoir et émotion. Pendant un instant, Rav Azriel cessa de chanter et promit que celui qui survivrait et transmettrait cette mélodie à son rabbin, le rabbi de Motzitz, qui avait sanctifié le travail de l'âme à travers les mélodies, recevrait la moitié de sa part dans le monde à venir. Deux jeunes hommes ont réussi à sauter du train. L'un fut tué, l'autre survécu et accomplit sa mission. Ainsi nous avons obtenu ce nigoun émouvant qui révèle devant nous un moment de foi pur au cœur de l'enfer. Lorsque la mélodie parvint au rabbin de Motzitz, il a chanté en chœur et en pleurs. À la fin du rabbi déclara: avec ce nigoun, les Juifs sont allés vers les chambres à gaz, et avec ce nigoun, ils accueilleront le Messie. J'ai mal, j'ai tellement mal. Et toi, tu es si loin. Tes yeux sont couverts de sable aujourd'hui, et ton cœur précieux a cessé de rêver. Pourquoi m'as-tu blessé ainsi? Pourquoi m'as-tu laissé seule parmi ces étrangers? Comment pourrais-je continuer à vivre? J'avais 12 ans quand j'ai écrit ces mots. Je m'appelais Yanka Heshes. J'étais une enfant à qui la guerre n'a pas laissé d'être. Ma mère a disparu. Et moi, je suis restée dans un monde que je ne reconnaissais plus. Seule, abandonnée, effrayée. J'ai écrit ce poème parce qu'il ne me restait plus rien. Rien. Sauf les souvenirs et une douleur que je ne savais pas nommer. C'est une prière d'enfant, mais sans miracle. C'est une voix qui appelle une mère qui ne répondra plus. Aujourd'hui, si mes mots vous touchent, alors c'est comme si j'étais encore un peu là et que ma mère aussi est encore un peu vivante. Et tous ceux dont la Shoah a fait perdre la voix peuvent à travers moi parler à nouveau. Souvenez-vous, ne laissez pas la voix d'une enfant silencieuse. Au milieu de la grande histoire, celle de la joie que chaque juif porte en lui, celle pour laquelle nous nous rassemblons entre les gens. Au milieu de la grande histoire, celle de la joie
que chaque juif porte en lui. Celle pour laquelle nous nous rassemblons aujourd'hui. Il y a des milliers de petites histoires. Celle que se confie Jean duquel nous murmurons dans un livre pour comprendre la devenir. Il y a des mots qui flottent dans l'air, des visages qui se dissipent dans les brumes du passé. Les mots nous soufflent en allumant une bougie, les mots se transmettent d'une génération à l'autre. Pour ne pas oublier, pour ne jamais les oublier. Ce soir, je choisis de vous parler de certains d'entre eux. Pourquoi eux? Non pas parce que leur voix résonne plus, mais parce que leur destin serait plus long, mais parce qu'ils sont dans cette petite histoire, celle de ma famille. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire, la leur, pour leur redonner une place dans la grande, afin qu'ils ne tombent pas dans le vie, pour qu'ils vivent encore un instant dans notre mémoire collective, pour faire entendre leur voix dans le silence du présent. Les voix de ceux qu'on a voulu faire faire, de ceux dont l'histoire a été emportée dans les ténèbres. Alors ce soir, je vais vous parler de César, de Moulin, de Georges, des Juifs israéliens d'Algérie, eux aussi emportés dans le tourbillon de la vie d'Asie. Parce que la terre d'Algérie, elle aussi, fait partie de cette enfants. César Khémez est né dans un coin du monde qu'on appelle Fanel, à côté de la grande Constantine et de son pont suspendu. Ce fil tendu entre ciel et la nuit, entre racines et les mains. Là où les montagnes se dessinent à l'horizon, où les villes semblent veiller sur les montagnes. César a vécu sa vie comme beaucoup d'entre nous, avec ses rêves simples, ses espoirs de paix, ses projets de famille, ses enfants, ses langues. Mais en 1934, un vent de haine souffle sur Constantine, un pogrom déchire la communauté juive. Alors César décide de partir. Il quitte Bagdad et Paris, dans l'espoir de protéger les siens, dans l'idée d'un avenir possible, plus sûr. Mais c'est Auschwitz qui deviendra tragiquement sa destination finale. Au point numéro 38, en septembre 1942, l'emporte son retour. Il a 52 ans. Sa fille, 19 ans, sera également déportée vers Auschwitz par le convoi numéro 57, le 10 juillet 1943. Georges, fils et frère, arrêté plus tard, en juin 1944, est interné à Dawes, puis déporté par le convoi numéro 76. Mais lui survit, seul, unique témoin d'un rebondissement, porteur d'un silence et de larmes. Alors ce soir, en évoquant leur vie, je ne peux que penser à ce pont suspendu, de Constantine, entre deux falaises, entre deux mondes, comme un trait d'union entre ceux qui ont été et ce que nous avons la responsabilité de transmettre. Un pont fait de mémoire et d'absence, où chaque pas que nous faisons est un geste entre nous. Et ce pont fragile nous en sommes les gardiens. C'est là que nous voir notre responsabilité. Merci au Gagnipa. Je vais tout de suite, cette fois-ci, laisser la place à notre violoniste du soir, M. Daniel Lepez.
à présent les élites, s'il vous plaît, l'ensemble des élites qui vont témoigner également pour ce lieu à chaud. Je continue de croire malgré tout. Je m'appelle Anne Franck. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à écrire mon journal. J'écrivais pour ne pas devenir folle, enfermé dans l'annexe secrète, caché avec ma famille, jour après jour, dans le silence et la peur. Chaque coup à la porte faisait sursauter mon cœur. Chaque bruit dehors me semblait au pas d'un soldat. Pourtant, même dans cet enfermement, je rêvais. Je rêvais de liberté, d'amitié, de rêve. Je rêvais d'un monde où les gens pourraient vivre en paix sans avoir peur d'être ce qu'ils sont. J'entends encore, comme si c'était hier, la voix de mon père me dire « On ne doit jamais haïr un peuple entier ». Même après tout ce que nous avions enduré, il m'a enseigné cela. La haine ne montre rien, elle ne fait que brûler, détruire et passer. Moi, j'écrivais avec l'espoir que mes mots me seraient connus, que quelqu'un, un jour, lirait mon histoire et comprendrait ce que nous avons perdu. J'ai souvent eu peur, mais j'ai aussi aimé et espéré. J'ai voulu croire que l'humanité, au fond, était bonne. Je continue de croire, malgré tout, que les hommes ont bon cœur. Ce sont mes mots. Je les ai écrits dans un monde qui s'écroulait autour de moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas que je ne reverrais jamais le ciel sans voir briller. Je ne savais pas que l'espoir était une forme de résistance. Écrire, c'était résister. Je n'étais qu'une enfant, une parmi des milliers. Ma voix est celle de tous ceux qui n'ont pas eu le temps de devenir adultes, de tous ceux dont la vie a été volée, simplement parce qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, si vous m'entendez, si mes mots résonnent encore, alors je ne suis pas tout à fait morte. Souvenez-vous, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de nous. Accueillons à nouveau notre ami Daniel Elbaz. Nous allumerons tout de suite après des bougies en souvenir des déportés. Et nous aurons après deux témoignages poignants de personnes qui ont vécu cette guerre. Monsieur Roland Lévy et Mme Béatrice Sionia qui nous feront plaisir de prendre la parole.
on va allumer à présent les 6 bougies. J'ai demandé à M. Lévaux de bien vouloir nous rejoindre, s'il veut bien. M. Lévy également. Madame Schoenberg, si vous voulez bien, je m'excuse. Monique, pas Béatrice, excusez-moi. J'invite maintenant Monsieur le consul d'Autriche, Monsieur Andreas Mills, pour venir allumer la 6e bougie de ce chandelier à 6 branches, en mémoire des 6 millions de morts de notre communauté pendant la Shoah. Et parmi nous ce soir, parce que le gouvernement autrichien ont fait un travail de mémoire qui est traduit par le mémorial à Vienne. Et quand il va nous remettre le résultat de ce travail ce soir, un de ces éléments a déjà été déposé à la Bible, et on ne peut que se réjouir, même si c'est des années plus tard, quand on voit aujourd'hui combien la Shoah est remise en question. C'est important pour moi et pour nous tous ici réunis de voir que ce travail de mémoire continue, perdure et s'affirme dans un contexte international qui a tendance à vouloir tout remettre en question. Monsieur le consul, je vous cède la parole. Bon, merci beaucoup encore une fois. Merci pour être ici ce soir avec vous. C'est un cours assez important dans notre histoire. Je ne sais pas si vous savez, pour être diplomate autrichien, j'étais en poste en Israël pour plus de 4 ans et j'ai célébré beaucoup de Yom HaShoah en Israël. Et pour moi, c'était vraiment une des mémoires exceptionnelles. Être dans une pays où tout s'immobilise, où la vie officielle arrête complètement et être témoignage de ce geste annuel en Israël, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais pourquoi je suis ici aujourd'hui, très concrètement, à Vienne, pour toutes les victimes de Shoah autrichiens? L'Autriche a construit une vie de nom, ou finalement une Namensnauer, pour donner lieu à tout le monde pour commémorer et pour garantir que le juif autrichien assassiné dans le Shoah ne reste pas un chiffre, mais qu'il y a une place avec un nom et une place où on peut aller pour étudier, pour commémorer et une place pour faciliter aujourd'hui aussi l'explication de notre histoire assez douloureuse. Après la création de ces murs de noms, beaucoup de gens ont nous demandé de créer aussi un livre avec tous les noms des Juifs autrichiens assassinés dans le Shoah, parce que beaucoup de gens qui veulent venir, ne peuvent pas venir et n'ont pas la chance de voir personnellement cette place de commémoration. C'est pour ça que la République d'Autriche a créé
cette œuvre pour garantir que tout le monde qui s'intéresse pour cette part douloureuse de nos histoires, qu'il y a une chance pour faire la recherche et gagner tout ce qu'on peut gagner avec cette expérience. Simplement dit, nous voulons garantir que maintenant que le nom de juifs autrichiens tués dans le Shoah n'est pas qu'un mur en Autriche, mais que leur nom est aussi pas oublié dans le monde et que tout le monde peut trouver toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que nous avons déjà fait une donation à la BNU, que pour tout le monde en France, cette information peut être recherchée, mais je suis vraiment très heureux que M. Dahan a accepté une donation pour votre bibliothèque ici, que tout le monde qui s'intéresse peut aussi aller dans la bibliothèque et tous les chercheurs qui sont ici peuvent aussi utiliser cette œuvre ici. C'est cette petit message de moi à ces jours assez spécial. Et encore une fois, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous. Et encore une fois, Monsieur le Président, Monsieur le Rabbin, merci pour ce geste. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Consul. Et je vous informe que ces ouvrages seront déposés à la bibliothèque du consistoire, que vous pourrez les compulser quand vous voudrez et que vous pourrez améliorer vos travaux de recherche, en particulier les jeunes, si vous avez des travaux de recherche à faire. C'est des bons ouvrages qui viennent compléter notre travail sur les noms des juifs du Bas-Rhin qui ont été assassinés pendant la Shoah. Voilà, nous allons à présent interpréter le chant de la famille qui sera suivi du Kaddish et on écoutera de suite après les témoignages de M. Schöner et de M. Lévy. Es nishmas achim ben Israel shener ושנשרפו חיים במחנות מוות בירקנו דחו מיידנק טרבינקה אושוויץ שטרוטהוף ושאר מחנות מוות בעבור שאנו נספללים בעד השכלת נשמתנו לכן בנו רחמים יסתירם בספר כנפיו לעולמם ויצרור בצרור החיים אס נשמתו
Began וינוחו על משכבם בשלום ונאמר Voilà, on va laisser la parole juste à M. Roland Lévy, enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci à Nidaus. Vous m'entendez? Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette cérémonie de recueillement en leur demander de raconter un peu mon histoire d'enfant caché. Je m'appelle donc Roland Lévy. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de gens dans l'Assemblée me connaissent. Je vais raconter mon histoire, mais il faudra considérer que même ici, tous ceux qui sont nés avant 39 ont une histoire à raconter. Tout juif qui est né avant 39, là, ça a été très spécial. Donc, je suis né le 9 janvier 39 à la clinique Adassa. En août 39, c'est l'évacuation de Strasbourg, officielle sur Périgueux, avec la mairie, la préfecture, tout le monde part à Périgueux. Ma mère, ma grand-mère, ma tante et moi-même partons sur Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer parce que ma mère travaillait pour une entreprise à Strasbourg qui avait une succursale à Boulogne-sur-Mer. Elle est également interprète à la mairie de Boulogne, français-allemand, aux éléments de salle d'importance. Mon père est rappelé à l'armée. Septembre 39, c'est la guerre. Juin 40, c'est l'armistice. Mon père est fait prisonnier. C'est l'annexion de l'Alsace-Lorraine. À Boulogne, en octobre 40, un officier allemand dit à ma mère qu'il serait temps de partir parce qu'il a des papiers où il est sur la liste pour le lendemain. Tout à l'heure, si on a le temps, voilà la liste d'arrestation. Donc ma mère est partie immédiatement sur Terrasson. Terrasson, c'est une petite ville en Dordogne où se trouvait déjà le frère de mon père, et donc elle n'aurait pas été seule. Elle a été accueillie à la gare parce qu'il y avait énormément de gens qui venaient sur Terrasson par la famille Picard qui a pu la loger à la dernière seconde. Je suis toujours en relation avec la petite fille de ces gens. Le 3 octobre 40, c'est le premier statut juif. Le 2 juin 41, c'est le deuxième statut juif que j'ai amené ici, que je peux vous montrer. C'est quelque chose de formidable. Interdiction aux médecins, interdiction aux universitaires, interdiction d'aller dans les parcs publics, etc., etc. Je pense que vous connaissez. En janvier 42, c'est la conférence de Wannsee. La solution finale, l'éradication des Juifs, du moins des gens allemands. En mars 42, c'est la première déportation des Juifs apatrides. Dans ce contexte, ma mère pense qu'après les apatrides, ce sera forcément la déportation des Juifs français. Elle veut sauver son enfant. Elle veut le cacher. Je pense que c'est un choix difficile. Et ça doit être effrayant ce qui a dû passer dans la tête de ma mère.
donner son enfant de 2 ans à des inconnus, des gens qu'elle n'a jamais vus, qu'elle ne connaît pas. Elle se renseigne chez des voisins, à Terrasson, pas loin à côté, habiter, 2 sœurs sages-femmes, des dames d'Imar. Elle demande, ces gens, quelques temps après, lui disent qu'ils ont de la famille à Pomport. Pomport est un petit village au sud de Bergerac. Vous avez Bordeaux, Bergerac, Pomport. La famille, c'est Louis et Amélie Delbos, qui sont d'accord de m'accueillir. Le tonton, comme je les appelle, tonton et tata, les garagistes électriciens, la tante et couturière. Un beau matin, de 42, on m'amène chez tonton et tata à Pomport. Je suis choyé, je suis bien nourri, ce qui était facile, étant donné qu'on m'avait habitué à manger de tout, et en étant en plus extrêmement gourmand. La secrétaire de mairie me fait des bons papiers, je m'appelle Louis Delbos, et elle donne des tickets d'alimentation au tonton. Tout le monde savait dans le village que j'étais juif, sauf moi, parce que des années plus tard, quand j'étais adulte, on m'a raconté que les gens connaissaient parfaitement la famille du tonton, et ils savaient qu'il n'avait pas de petit-neveu. Il avait raconté qu'il avait un neveu qui venait, vu les restrictions de nourriture dans les grandes villes. Tout le monde savait, sauf moi. Tout se passe bien, mais le 23 avril 1944, un viticulteur du village est dénoncé ayant des armes sous sa fagotière. Les Allemands qui étaient à Bergerac montent, encerclent le village, trouvent les armes, et évidemment, immédiatement, tuent le viticulteur, tuent ses employés et mettent le feu à la maison. Ils sont passés après dans toutes les maisons, et j'avais donc 5 ans, je me souviens très bien, j'ai eu très peur, et ils ont fouillé, et bon, ils n'ont rien trouvé. Par contre, ils sont allés dans une autre famille, la famille Taillard, où ils ont failli. Ils n'étaient pas loin de trouver les armes qui étaient dans des tonneaux, et il y a eu une explosion terrible à la poterie de Bergerac, et tout le monde est parti. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que l'officier allemand qui commandait ces Allemands, c'était un Français. C'était M. Villaplan, qui était le capitaine de l'équipe de France de football en 1930. D'ailleurs, j'ai à votre disposition un livre a été écrit sur lui. C'est M. Villaplan qui est venu à Pomport avec des Nord-Africains. Et tout le monde, des Nord-Africains, pourquoi? Parce que l'Algérie était française, il était donc allé chercher des prisonniers nord-africains, et tout le monde était venu. J'ai appris ça il y a que 2-3 ans. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais tous ces Allemands qui sont venus, tout le monde parlait français. Ils parlaient tous français parfaitement. Et dans le village, personne ne m'a dénoncé. C'est absolument extraordinaire. Personne n'a parlé. C'était quand même facile de dire, d'aller voir le petit là, etc. Donc il y a 2 ans, j'ai fait déposer une plaque sur les murs de l'église en reconnaissance à ceux qui m'ont élevé et en reconnaissance aux habitants du village. 1945, c'est la libération. Je retrouve ma mère, que je ne reconnaissais pas. Je l'avais quittée à 9 mois, je ne reconnaissais pas ma mère. On va à Paris, puis à Lyon, chez une tante de ma mère, où, à 6 ans, je découvre mon monde, je découvre les déportations, je découvre le judaïsme. Une nièce de ma mère a été déportée et mon grand-père paternel également. Pendant le peu de temps que j'étais à Lyon, on me dit que demain matin, le charbonnier va venir livrer du charbon. Le lendemain, ça sonne, le charbonnier monte les marches Cabrabal et ma mère se jette dans les bras du charbonnier. C'est comme ça que j'ai fait connaissance de mon père. C'était mon père qui est arrivé, libéré des grands prisonniers, avec des KG, Christ et fabriqués, écrits partout sur lui. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, que tous les prisonniers français et britanniques juifs sont tous revenus.
il y a des vacances, je travaille au garage, je participe au vendange, à la moissonneuse-batteuse, j'apprends la naissance de ma sœur en 46, de mon frère en 47. En novembre 48, c'est le retour à Strasbourg. L'adaptation a été assez difficile. D'abord, mes parents parlaient l'alsacien entre eux. Moi, je parlais plutôt le patois local, c'est-à-dire l'occitan. Donc, ça n'a pas été facile. Et je ne connaissais rien du judaïsme, alors strictement rien. Donc, on m'a mis au Talmud Torah, où j'ai appris les rudiments. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur le grand Rabbin Warshawski, avec qui nous avons eu des liens très serrés, qui m'a appris beaucoup de choses. Et il y avait Madame Néer aussi. Madame Néer, qui venait à la sortie de l'école, le lycée Kléber, elle venait et elle m'apprenait. Elle m'apprenait les fêtes, elle m'apprenait le guidou du vendredi soir. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris. Et ma mère a fait un deal avec moi. Elle m'a dit, si tu travailles bien à l'école, tous les étés, tu peux retourner à Pont. Donc, toute ma jeunesse, je retournais, je passais toutes mes vacances là-bas. Et le tonton et la tata, avant de rentrer à Strasbourg, on allait à Bordeaux, ils m'achetaient des habits, ils m'achetaient des livres. Mais le fait de bien travailler, ça a fait que j'ai pu faire des études. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis extrêmement fier d'être directeur d'un gros labo en venant de Pont-Port, où il y a un petit maison. Évidemment, quand j'ai connu ma femme, la première chose que j'ai faite, je l'ai emmenée là-bas. J'ai emmené mes enfants, mes petits-enfants, et mon fils a beaucoup insisté pour que je demande la médaille des justes, parce que je ne sais pas que je ne tenais pas, mais je savais que ils n'auraient pas aimé. S'ils avaient été vivants, ils n'auraient pas du tout aimé. Et le tonton, ils ont eu la médaille des justes en 2005. 200 personnes étaient là à la mairie. Et les gens du village sont extrêmement reconnaissants de ce que j'ai fait. Et surtout que chaque année, quoi qu'il arrive, je vais sur leur tombe. J'ai un sentiment énorme de reconnaissance et d'attachement. Le lien ne s'est jamais distendu. Et une fois que j'étais adulte et tout ça, quand les gens disent qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, c'est faux. Parce que ces gens qui étaient dans le milieu simple, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Ils avaient préparé les papiers pour l'adoption. Donc au fin fond de ce village du Périgord, ils pensaient que mes parents ne survivraient pas. Et je retourne évidemment chaque année sur leur tombe, qui est d'ailleurs très intéressant. C'est une tombe écuménique, puisqu'il y a un petit Christ, et moi je mets des cailloux. Et chaque année quand je viens, les cailloux sont là. Merci beaucoup. Ma famille maternelle était originaire d'Alsace et aux catastrophes sont partis, ont quitté l'Alsace selon les conseils du rabbin de cette époque-là parce que les nazis arrivaient et ils sont allés en zone non occupée dans le sud de la France. Et ma famille paternelle provenait à l'origine de Pologne. Et ils ont fui les pogroms qui étaient là-bas et ils voulaient aller aux États-Unis et finalement ils ont passé par Paris et ils se sont retrouvés à Paris. Et de là, ils ont fui aussi, ils sont allés dans le sud de la France, la zone non occupée. Ça veut pas dire qu'on renflait pas les gens, on renflait à qui le mieux. Mon père était rabbin de Lyon, d'abord rabbin adjoint et il devait devenir grand rabbin de Lyon à la fin de la guerre. Et on renflait à qui mieux. Donc même à Lyon, en zone non occupée. Moi-même, je suis né en 43, en mai 43, et mon père a été pris par les nazis dans le train parce qu'il voyageait pour résoudre des problèmes de nationalité pour ma grand-mère qui avait un statut apatride et s'est fait prendre dans le train. Et de là, il s'est retrouvé d'abord
Voilà. Cette cérémonie est à présent terminée. Je remercie l'ensemble des participants à cette cérémonie et j'invite les dames à retourner de l'autre côté de la maîtresse parce qu'on va faire tout ce qui m'arrive pour clôturer cette cérémonie. Merci beaucoup à tous et à tous. Et je vous rappelle que